Vous y êtes? Alors, magnéto, Serge. Et voilà, nous y sommes. Comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends Salut bien? Tout Alexandre, ça, je voilà. t'entends bien, je vais monter un petit peu mon son. Oh là Bonsoir tout le là, monde. quelle lumière mystérieuse! Mais quel est ce personnage? Quelle est cette Qui est-ce espèce de donc? fourmi Hitchcockienne? Je t'appelais fourmi Hitchcockienne, c'est très très bien. Oui, ça me va, j'adore Hitchcock, hein, c'est un réalisateur que j'adore, vraiment, j'adore ses films. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien, je suis très content d'être sur ta chaîne Twitch, merci beaucoup pour l'invitation Ben, je t'en et je prie. voudrais souhaiter bonsoir aux 111 personnes qui nous regardent. Déjà, Bonsoir à c'est tous. incroyable. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, eh bien, moi, je m'appelle Lazare. C'est un nom de scène parce qu'en fait, je m'appelle Gabriel Dessalles. J'ai ouvert une chaîne YouTube il y a de ça 2 ans et demi maintenant, qui s'appelle Mystère Talk Show, en fait, dans laquelle où j'essaye de créer le dialogue entre les tenants et les sceptiques. Parce qu'en fait, j'avais remarqué qu'il y Alors, avait beaucoup pardon, de chaînes YouTube. les tenants de quoi? Les tenants croyants, les tenants de tout ce qui est théorie alternative, enfin exotique, comme on pourrait dire, D'accord. tout ce qui est du paranormal, de la secte, tout ce qui est du domaine de la croyance, en fait, mais de la croyance mystérieuse et essentiellement du paranormal, bien sûr, D'accord. parce que par rapport à la zététique, on en parlera peut-être un petit peu plus tard ce soir. Moi, je reste attaché à ce paranormal et donc j'essaye d'appliquer les outils de la méthode zététique dans mon émission et on aborde vraiment, vraiment beaucoup de sujets. Par exemple, la bête du Gévaudan, tu vois, tous ces sujets un peu, ces histoires non résolues où on va devoir faire des recherches et Comme les dit, sujets mystérieux. comme dit Yann. Bon, bah, super. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Et donc, bah, je suis passé dans ton émission pour raconter un petit peu mon expérience dans la secte de mes parents. Malheureusement, je sais pas, un, j'ai oublié qu'on avait rendez-vous. Et deux, j'ai mal réglé mon micro. Donc, malheureusement, c'est vrai que ça a été un peu un désastre. Enfin, en tout cas, de mon côté, je suis vraiment désolé d'avoir pourri ton émission. Voilà. Non, alors Bon. ne t'inquiète pas de ce côté-là, parce qu'en fait, il y a pas que de ton côté que ça a bugué aussi de mon côté. La régie, j'ai une personne qui fait la régie, en fait, et ce soir-là, c'était une nouvelle personne qui avait pas trop l'habitude. Elle avait mal réglé aussi, donc de toute façon, même si ton Voilà, micro je le était tip-top. savais. C'est la faute. Bon, ok, pas de problème. Bien, Je vois alors. qu'il y a des gens qui connaissent la référence de Lazare, et je vois qu'on me demande de sortir. Et oui, Jésus qui a ressuscité Lazare et voilà, qui était le meilleur ami de Jésus, en fait, Lazare. Et Alors, voilà. qui est censé être le meilleur ami de Jésus, mais surtout qui était. Alors, ça dépend des traditions, mais une des traditions dit que Lazare était le frère de Marie-Madeleine, la supposée femme de Jésus. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur une vidéo de debunk de Paul Adrien, justement, sur cette théorie. Je pense qu'on va bien se marrer. Voilà, voilà. De quoi voudrais-tu que nous parlions aujourd'hui? Alors, eh bien, Circé m'avait dit qu'on parlerait de zététique et de dérives sectaires. Ouais. Et voilà. Et puis j'ai aussi, si tu veux qu'on rebondisse un petit peu sur la religion, parce que j'ai eu Hmm. une éducation plutôt religieuse, on va dire, enfin une certaine partie. Mhm. Euh, Bah oui, donc on peut déjà voilà. commencer par ça, justement, par rapport à ton expérience. Toi, tu te considères athée, évidemment. Oui, moi je suis plutôt athée, oui, D'accord. oui. Et Ah, tu es né dans un tu es né et tu as été éduqué dans un environnement croyant? alors, je vais vous expliquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père, ils ont eu 2 enfants. Donc ma grand-mère et mon grand-oncle, en fait, je crois qu'on dit que c'est comme ça. Oui. Et en fait, mon grand-oncle est décédé très jeune, à l'âge de 8 ans. En fait, en Mhm. voulant jeter un papier de bonbon par la fenêtre de la voiture, il a ouvert la porte. Et Ouf. c'était à une époque où il n'y avait pas de ceinture de sécurité, aucune sécurité. Donc en fait, il s'est fait happer et il est mort sur le coup. Ouf. Et en fait, à partir de là, mon arrière-grand-mère
dans le désarroi total, qui n'était pas du tout religieuse à la base. C'était plutôt mon arrière-grand-père qui était très religieux. Elle, elle est tombée totalement dans la réponse que lui a apportée l'Église catholique. Donc, ton enfant n'est pas mort, il est au ciel et voilà, Le il nous refuge attend en fait. émotionnel, quoi. Ouais. Exactement. Et en fait, à partir de là, moi, je suis né dans un environnement où mon arrière-grand-mère était extrêmement religieuse. Elle allait à la messe tout le temps. Il y avait tu sais, dans tous les encadrements de porte, au-dessus, il y avait un crucifix. Et on faisait la prière le soir, on Avec, faisait la prière le matin. avec le brin de Guy. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, de gui ou d'olivier aussi. Il y avait D'olivier, ouais. parfois des branches d'olivier. C'est vrai. À la Pâque. Et, mm, et en fait, ce qu'il y a, c'est que ma mère n'était pas trop portée là-dessus, mais en fait, elle nous a jamais empêchés d'être croyants ou d'aller au catéchisme, par exemple. Et comme on avait des liens très proches avec nos arrière-grands-parents, ils nous gardaient souvent. En fait, ma mère travaillait beaucoup. Et du coup, ben, moi, ça m'a attiré, toutes ces histoires-là. Et en fait, je l'ai fait quelque part, peut-être un peu dans le fond, pour faire plaisir à mon arrière-grand-mère. Et du coup, j'ai fait le catéchisme et je suis allé jusqu'à la profession de foi. Voilà. D'accord. Et à partir de là, j'ai dit, bon, et je me suis rendu compte que vraiment, j'y croyais pas. Puis ça m'amusait plus d'aller au catéchisme. Et du coup, là, j'ai quitté. Puis j'ai pas eu de souci à dire j'arrête le catéchisme, quoi. On m'a pas... Bon, j'ai senti que mon arrière-grand-mère, ça l'a piqué un petit peu, mais Ouais, c'est ça. j'ai pu. Non, et puis il y a des déceptions amoureuses quand on se rend compte que notre curé en préfère un autre et tout. C'est pas cool, quoi. Ouais, après, moi, j'ai toujours été un peu dans les nuages, hein, même au niveau socialement, j'étais pas trop pote avec les autres élèves. Moi, j'étais là-bas surtout pour écouter les histoires. J'adorais les histoires. Voilà. Ok. Non, mais j'imagine la scène de l'enfant de cœur. Tu m'as trompé avec ce scout. C'est marrant parce que dans ma profession de foi, la seule photo que j'ai de moi dont je me souviens vraiment bien, c'est je suis en train de faire l'imbécile à vouloir brûler mon voisin avec le cierge. Ah, le con. J'étais pas très investi, quoi. C'est scandaleux. Ok, bon, ok. Et donc, et ensuite? Et ensuite, en fait, dans les années 90, à partir de 1992, ma mère est tombée totalement dans le New Age. Et en fait, elle a eu une relation avec une autre femme qui, elle, était infirmière, étonnamment, mais elle était dans plein de domaines du New Age, et notamment la kinésiologie. Est-ce que vous savez ce que c'est la kinésiologie? Vas-y, fais-nous rêver. Alors, il y a deux termes. Je pense qu'en France, on dit la kinésiologie appliquée. En fait, c'est une méthode de soins alternative où moi, comment ça se concrétisait chez moi, c'est que on leur avait donné une mèche de cheveux et une photo. Et en fait, ils nous soignaient comme ça, À distance. à distance. C'est ça. Et il faut que vous vous rendiez compte que ces gens-là soignaient 9 personnes de ma famille au total, hein, parce qu'on était déjà, nous, 3 enfants, puis il y avait ma mère et sa copine, et puis il y avait mes grands-parents, et puis mes arrière-grands-parents. Et en fait, moi, j'ai été quelqu'un assez malade depuis que je suis tout petit. J'ai eu plein de problèmes de santé. Donc, ma mère essayait toujours de trouver d'autres solutions. Donc, effectivement, j'ai fait de la... Ouais, t'as fait toutes les alternatives. lithothérapie. J'avais des pierres qu'il fallait que je garde sur moi. Après, il fallait que je les garde sur ma peau. Après, il fallait que j'en ai 2 au cas où j'en perds une. J'avais toujours cette pression d'avoir toujours cette pierre sur moi. La bougie de cire dans les oreilles. La cire de bougie dans les oreilles? C'est des... Ah ouais, je me suis peut-être mal exprimé. T'as dit C'est des bougies de cire. Ou c'est de la cire de bougie? C'est des bougies en cire Ouais, qu'on se met d'abeille dans les oreilles. qu'on met dans les oreilles et qui, soi-disant, guérissent plus ou moins tout ce que tu veux, quoi. Mais donc, voilà. faut se balader avec les trucs qui dépassent et allumer. En fait, tu C'est t'allonges. compliqué, je veux dire, il y a des courants d'air, c'est compliqué, je vais mourir. Je vais vous expliquer. Tu t'allonges. Moi, je m'allongeais sur le côté. On me mettait un genre d'aluminium et on me mettait la bougie dans l'oreille, là, au-dessus de l'oreille. Ah, Et en fait, il l'allumait et elle se consumait petit à petit. Et quand ça arrive à la fin, ben voilà, c'est terminé. Et alors évidemment, quand ça arrive au cerveau, oui, c'est terminé, oui.
Oh Quand il y a putain. une brûlure du troisième degré à l'oreille, Voilà, c'est là t'as- quand il crie beaucoup, on arrête. par exemple, si tu le fais parce que tu as une blessure, enfin, on le fait pas pour ça en général, mais si tu le fais, par exemple, imaginons parce que tu as de l'eczéma, après, tu as l'oreille tellement brûlée que tu penses plus à l'eczéma. C'est ça, c'est ça l'intérêt. Mais non, tu n'as pas mal. L'eczéma, ça gratte plus. Ben non, j'ai plus Ouais. d'oreilles avec l'eczéma. C'est très pratique. Non, c'est vrai que Et, c'est une des solutions pour plus avoir d'eczéma, c'est d'enlever la peau sur laquelle il y a l'eczéma. Oui, ça c'est effectivement ça c'est radical, c'est efficace. Et en fait, à partir de là, en fait, si vous voyez, j'ai vraiment baigné dans un univers du New Age. Après, ma mère a pris contact avec des magnétiseurs, surtout des magnétiseurs. Et ma grand-mère, un jour, elle-même s'est prétendue magnétiseuse parce que, en rendant visite à quelqu'un que ma maman connaissait, quand ma grand-mère est rentrée dans la pièce, cette Elle dame a lui a dit dit: oh, vous avez des vous avez pouvoirs. vous avez beaucoup plus de pouvoir que moi. Je ne peux rien faire pour vous, c'est vous qui pouvez m'aider à la limite. Et en fait, ma grand-mère s'est persuadée de ça. Et elle a commencé à soigner, encore une fois, entre guillemets, un peu tout, les boutons de fièvre, les coups de soleil, tout ça. Bon, c'est allé jusqu'à beaucoup plus loin, hein. Elle a eu des allégations d'avoir soigné, entre guillemets, parce que, encore une fois, je vais mettre des guillemets à chaque fois, parce que pour moi, je ne suis pas convaincu. Euh, le cancer de son mari. Enfin, il y a eu Bah, des trucs, évidemment, des bien trucs très sûr. graves. Mm. Et ça marche Et toujours sur les trucs intérieurs, ça marche jamais sur les phalanges qui manquent une fois qu'elles sont coupées, ou sur les yeux, ou sur les sur- yeux qui crevés. Ça repousse jamais, c'est très curieux. surtout que la finalité, il est quand même mort de ça, alors que par deux fois, elle a prétendu avoir... Parce que tu sais, il y a des passages dans le cancer où il y a une sorte de De rémission, puis rémission, après, bien il y a une sûr, bien rechute. sûr, bien sûr. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une rémission, c'était toujours parce Mais qu'elle grâce avait à fait les elle, soins. bien sûr, Mm. évidemment. Et en fait, donc j'ai vraiment baigné dans cet univers-là. Et un jour, un petit drame dans ma famille et je décide de m'écarter de... Enfin, on va dire, ma famille m'écarte et D'accord. j'en profite pour Qu'est-ce que m'écarter. t'as fait? Ouais, c'était des histoires familiales que je ne vais pas trop D'accord, dévoiler pardon, ce soir. Non, il n'y a pas de je voulais pas souci. être indiscret. La question est légitime. Mais en fait, voilà, gros conflit familial, on m'éjecte de la famille, j'en profite pour prendre du recul. Et puis là, j'achète un livre d'Henri Brock qui s'appelle Oh Le là, paranormal, oh là, ses hommes, oh, ses documents et ses méthodes. oh, Et un là, matérialiste. je tombe dans la zététique. Ah, quelle horreur, mon pauvre ami. Non, mais c'est très marrant, c'est- ces processus dans lesquels tout d'un coup quelqu'un est chargé de pouvoir ou de choses comme ça. Je me souviens très très bien, j'étais allé avec mes parents à l'exposition photo d'une des personnes qui faisait partie de la secte de mes parents, et donc on était en train de regarder les photos, et une des personnes qui était là et qui faisait aussi partie de la secte se plaignait d'avoir une migraine. Et j'ai dit, mais attends, je vais t'en débarrasser. Et donc, je lui ai mis la main sur le front, etc. Et elle a dit, mais c'est extraordinaire, je sens qu'il est en train d'aspirer le fluide qui est en train de me faire mal. Et donc, moi, j'étais là, j'avais quoi, 12 ans, chose comme ça. Et donc, je me prête au jeu. Je lui pose la main de chaque côté du crâne, donc devant, derrière, etc. Et j'étais là, j'aspirais le fluide, et puis je secouais la main pour faire partir les ondes Oui, parce que négatives. sinon, tu le gardes et Et tu voilà, l'attires sur c'est toi. ça, voilà. Donc je secouais la main pour faire tomber les ondes négatives, etc. Et au bout de 5 minutes de ce traitement, elle n'avait plus mal à la tête. Et donc, Eh oui. comme tout le monde a commencé à me regarder, oui, spirituellement, il est quand Ça, même extrêmement évolué, ce garçon. Ça va très très vite. Et je peux même vous dire que moi, l'ayant vécu, hein, ma grand-mère nous soignait plus ou moins tout, euh, on peut arriver à sentir des sensations. Je pense Bien qu'on se sûr. persuade, hein, Mais c'est je de le sentais, moi. l'auto-persuasion, mais Je le sentais. Hein. on a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose. Hein. Ouais, ouais. Je le Euh, sentais dans mes mains, moi, dans ma paume de main, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait comme de l'électricité qui s'échangeait, quoi. hmm. L'auto-persuasion, ça a une force incroyable. C'est ça. Et en fait, un jour, aussi bien avant qu'il y ait cette séparation familiale, j'avais interrogé ma grand-mère et je lui avais dit, mais t'es vraiment sûr que ça fonctionne et que tu peux soigner comme ça? Parce qu'après, elle commençait à soigner à distance également, avec l'influence de la kinésiologie. Et,
Et j'ai senti dans son regard et sa gestuelle et tout qu'elle avait été choquée par ma question et elle comprenait pas trop pourquoi je remettais ça en cause. Et d'ailleurs, j'ai senti que ça l'a déstabilisé énormément que je remette ça en cause. Comment Et en fait, peux-tu ça, douter? Comment oses-tu douter? et à partir du moment où j'ai compris que la remise en cause était pas bonne, là, ça a fait un petit cheminement. Je me dis, c'est pas normal. Pourquoi elle a besoin que je croie? Je peux ne pas croire aussi, j'ai le droit. Et en fait, voilà, c'est là que j'ai eu mon premier déclic sceptique, on va dire. Si, pour mon deuxième gros déclic sceptique, j'avais fait pour le baccalauréat, ça s'appelait Travaux pratiques encadrés, c'était sur 2 ans. Et la première année, j'avais fait sur la représentation de la communication avec les esprits dans les films. Et la deuxième année, c'était filmer une séance de guéridon. Et en fait, ma Donc grand-mère une avait... sorte de spiritisme, quoi. C'est du spiritisme, totalement. Le guéridon, en fait, le médium se met autour de la table. Un guéridon, c'est une table très spéciale qui a une forme très spéciale. Vous pouvez chercher ça sur Internet, avec un pied central qui se divise en 3. Et en fait, on fait comme la Ouija, c'est-à-dire qu'on se met autour de ce guéridon, on pose nos mains, on effleure, et là, le guéridon va faire des coups, va lever les pieds, va taper, et va répondre le nombre de coups. Par exemple, un coup pour oui, 2 coups pour non. Dans combien d'années il va y avoir un problème, il va taper 3, 4 fois. Et en fait, les 10 premières minutes, j'avais les chocottes, hein. J'étais vraiment, ouah, c'était impressionnant, hein, quand le mec s'est mis en plus, moi, j'étais, au milieu d'adultes. Il y avait 2 autres jeunes de mon âge qui faisaient le projet avec moi, mais sinon, c'était que des gens invités par ma grand-mère qui étaient des adultes et qui étaient, pas terrorisés, mais qui étaient vraiment choqués. Du coup, l'émulation de groupe fait que les 10 premières minutes, j'étais pas tranquille et à un moment, j'ai vu que le muscle du bonhomme, il bougeait beaucoup, quoi, qu'il avait une force, quoi, qu'il utilisait sa force. Et, et là, j'ai commencé à vouloir tester. Je mettais ma main sur son bras pour voir s'il forçait ou pas. Parce que pour moi, si le guéridon se lève tout seul, il n'a pas besoin d'utiliser sa force, le mec. Et petit à petit, il a compris que je n'étais pas dupe. Et finalement, la séance s'est un petit peu arrêtée comme ça. Il a essayé de me convaincre avec 2, 3 trucs qui n'ont pas fonctionné. Et j'avais tout filmé. Je sens qu'il y a un esprit négatif. La communication n'est pas bonne. Ouais, alors ça, c'était mon grand-père qui était un militaire. Donc, c'est tout trouvé, tu vois. Militaire, c'est rationnel. Il a été écarté de la pièce, en fait. Bien sûr. Et à partir du moment où il a été écarté, c'est-à-dire on écarte le doute, hein, comme ça, il n'y a que des gens qui ne doutent pas. Voilà, c'était mieux. Ça fonctionnait beaucoup mieux quand il n'y avait pas de sceptique, quoi. C'est très curieux. Mm, C'est un phénomène très spécial. Les esprits n'aiment pas les esprits rationnels. En fait, ça vient d'Alan Kardec. C'est Alan Kardec qui a mis ça en place, Oui, qui je a sais. dit que voilà, on constate que si le sceptique est écarté, ça marche beaucoup mieux. C'est ce qui est très pratique. Oh bah ça alors. Ok, bon. Ouais, évidemment, c'est un passif assez lourd, mais c'est très étonnant de voir à quel point ce genre de bêtises peuvent être contagieuses, on va dire. C'est très contagieux et puis c'est très coûteux, hein, parce que toutes les méthodes de soins que je vous ai parlé, c'était des choses qui coûtaient très cher en fait, hein, Beaucoup et plus que c'était pas du tout. la vilaine médecine pas holistique. Par exemple, tu as un rhume. La première séance, elle est à 70 €. Et ensuite, les séances suivantes, parce qu'il faut faire un traitement de fond, toujours évidemment, chaque séance est à 50 €. Rien n'est remboursé par la sécurité sociale et tant mieux, j'allais dire. Mais voilà, quand tu imagines 9 personnes qui se soignent là, ça fait du chiffre en sachant qu'on était des clients parmi tant d'autres, hein. Mmh. Et voilà, Eh bien, donc voilà un petit peu mon histoire. Grosso modo, j'ai dû zapper des trucs, oui, quoi. oui, oui, ben, bien sûr. Bon, alors, si on parle des sectes, alors pour les gens qui ne savent pas exactement ce que c'est qu'une secte, enfin voilà, faut savoir qu'il y a un site qui est assez intéressant, qui est le site de la Mivilude. Hein, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Si vous avez un doute, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, premier réflexe par rapport à quelqu'un qui a des attitudes qui vous paraissent un peu bizarres, premier réflexe à avoir, allez sur le site de la Mivilude pour regarder ce qu'on dit
de la dérive sectaire. Alors, qu'est-ce qu'une dérive sectaire? On peut tout simplement lire la définition, qui est que sur la base de l'expérience de la Miviludes, qui reçoit quelques 2000 signalements par an, et je peux vous dire que pendant la période du Covid, ça a été multiplié au moins par 3. Hein. La dérive sectaire peut être définie comme suit. Alors écoutez bien, parce que c'est assez intéressant. Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois et aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. Ça recouvre quand même énormément de notions, ça. Hein. Réfléchissez bien à ce que vous savez des grandes religions officielles et vous allez voir que voilà, il y a quand même un certain nombre de caractéristiques qui peuvent s'appliquer même aux grandes religions officielles. Elles se caractérisent par la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de suggestion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société. Donc, quand on élève un enfant dans la peur de l'enfer, réfléchissez 2 secondes à ce que je viens de dire. Le fait de terroriser un enfant en lui disant « si tu n'obéis pas, tu seras torturé jusqu'à la fin des temps ». Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui rentre dans cette définition? Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ça déjà. Tu veux réagir là-dessus, Lazare? Oui, parce que évidemment, comme je vous ai dit, mon arrière-grand-mère était très chrétienne, donc en fait, quelque part, je savais qu'il y avait soit de Jésus, soit de François, qui était le prénom de son fils décédé, qui me regardait tout le temps. Quoi que je fasse, une bêtise ou quoi, il y avait François qui regardait. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas dans l'extrême où on me disait à la moindre bêtise, tu vas finir en enfer, mais quelque part, je savais que j'étais toujours épié. Quoi. Ah bah Quoi que je faisais, j'étais épié. Alors, c'est le cas de le dire, là, pour François, c'est le Big Brother. C'est vraiment ça. C'est ça. Et voilà, les dérives sectaires s'attachent beaucoup à utiliser votre peur. C'est très correct ce que tu as dit. D'ailleurs, Vos peurs, d'ailleurs. Tu as parlé... Toutes les peurs. Vos peurs, oui, tout à fait. Et tu as parlé du site de la Miviludes. Donc, sur la même page, là, dans le 2e onglet, j'ai vu qu'Obi-Wan a mis dans le chat le lien. J'aime bien cette page où ils vous disent comment la détecter. Bah, c'est très important. C'est ce que j'allais faire. Ah oui, d'accord. C'est excellent. Elle est très bien, cette page. Voilà. Donc, comment la détecter? Truc très important. Alors, gardez à l'esprit tout ce que vous savez des grandes religions en général. D'accord? Et voyez un petit peu si par hasard, ce que je vais dire ne peut pas faire de lien avec ce que vous savez du catholicisme, de l'évangélisme, du bouddhisme ou de l'islam, par exemple. Hein, écoutez bien. Des critères élaborés sur la base du travail accompli par plusieurs commissions d'enquête parlementaires ont permis d'établir un faisceau d'indices. C'est très important. Faisceau d'indices. C'est pas l'un ou l'autre, etc. C'est le cumul de ces signes qui permet de caractériser ou en tout cas de soupçonner une dérive sectaire. Écoutez bien. Facilitant la caractérisation d'un risque de dérive sectaire. Alors, 1. La déstabilisation mentale. Déjà ça recouvre énormément de choses. Le caractère exorbitant des exigences financières. Pour une famille qui n'a pas beaucoup de moyens, donner systématiquement 10% du salaire des gens qui gagnent leur vie, ça peut peser. La rupture avec l'environnement d'origine. Pensez aux conversions. L'existence d'atteintes à l'intégrité physique. Les coûts. Je vais te dire, moi, quand je me mettais à genoux sur les bancs de prière dans l'église, ça faisait mal, mais j'avais pas le droit de me relever, tu vois. Donc, là, on extrapole un petit peu, mais quelque part, mais non. Je me forçais à avoir mal, pour Dieu. L'existence d'atteinte à l'intégrité physique. Quand vous voyez des Mexicains, pour la Pâque, procéder à des autocrucifixions, quand vous voyez certaines sectes islamistes avec des mecs qui se tapent dessus avec des lames pour se faire saigner, quand vous voyez des gens, même âgés,
faire des kilomètres à genoux ou en rampant pour arriver jusqu'à un lieu de prière catholique, ça aussi sont des atteintes physiques. Elles sont infligées volontairement, mais ce sont quand même des atteintes à l'intégrité physique. L'embrigadement des enfants, ça, c'est un truc qu'on retrouve dans toutes les religions. Toutes, sans exception. Le discours antisocial. Chose aussi qu'on retrouve dans énormément de religions officielles. Et n'écoutez pas ce qui est dit à l'école. On vous ment. Les troubles à l'ordre public. Alors évidemment, on a tous en tête les assauts qui sont faits depuis quelques années avec le voile ou l'abaya, par exemple, à l'école. Mais on a aussi des manifestations qui ne sont pas autorisées. Alors évidemment, on pense à l'islam et des prières de rue, mais aussi des atteintes à l'ordre public qui sont faites par exemple par des catholiques traditionnalistes qui vont attaquer des cliniques où l'IVG est pratiquée et aller menacer des médecins ou des choses comme ça. Non, ça aussi, c'est des troubles à l'ordre public. L'importance des démêlés judiciaires. Alors, ces démêlés judiciaires, ils peuvent être dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est des gens qui sortent et qui attaquent cette organisation en disant « ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça ». Mais c'est aussi cette habitude qu'ont ces organisations d'attaquer en justice. Par exemple, les catholiques qui attaquaient systématiquement Charlie Hebdo pour des caricatures. Vous voyez ? L'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels. Alors ça, effectivement, le fait de tu vas travailler gratuitement pour l'organisation. La première personne que ma mère a aidé, que ma mère a engagé pour faire le ménage chez elle, c'était un jeune homme qui venait du Sri Lanka et qui a été, qui était logé gracieusement par les bons pères de je ne sais plus quelle organisation, mais enfin c'était à Paris, enfin voilà, mais donc des catholiques, d'accord ? Le mec travaillait 12 à 15 heures par jour, sans être payé. Il faisait le ménage, il faisait la vaisselle, il faisait parfois la cuisine. Il avait juste droit à 3 repas chauds par jour et une méchante chambre de bonne avec genre un lit, voilà. Donc ça, par exemple, c'est un détournement des circuits économiques traditionnels parce que c'est quelqu'un qui a été utilisé, qui travaillait sans être payé. Voilà. Et enfin, les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Alors, on ne va pas revenir sur des histoires de théosophie, hein, et aussi avec les sectes que nous avons avec les pseudo-écolos qui pissent sur les plantes ou qui renversent de la corne de vache pourrie pour améliorer leur rendement. Mais évidemment, les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics, on voit très très bien l'influence. Alors effectivement, on a l'islam politique, hein, évidemment, qui essaie, sur les conseils qu'on peut entendre par exemple dans des endroits comme le RAMF, le Rassemblement annuel des musulmans de France, où vous aviez des gens comme Hassan Iqiyoussen qui disaient « faites-vous élire, rentrez dans les syndicats, rentrez dans les conseils prud'homales, rentrez dans les conseils de mairie, devenez maire, devenez député, accédez au pouvoir. » Accéder au pouvoir, c'est super important. Alors évidemment, pour le catholicisme, c'est un petit peu plus facile. Je vous rappelle qu'il y avait un truc qui était obligatoire et qui a été supprimé il y a une dizaine d'années maintenant, je crois, quelque chose comme ça, 7 ou 8 ans. C'était une loi sur les lobbies. Il se trouve que quand il y a des lobbyistes qui viennent voir vos députés, ils sont obligés de se déclarer sur un cahier. D'accord ? Le député machin a reçu, je sais pas, le groupement des viticulteurs machin truc chouette. Le député truc chumuche a reçu, je sais pas, les producteurs de porc. D'accord ? Il se trouve que tous les responsables religieux, les organisations religieuses qui allaient voir des députés pour discuter un certain nombre de choses ou pour plaider leur cause, étaient obligés, il y a 7 ou 8 ans, de le noter sur ce registre. Ce n'est plus le cas. Donc vos députés peuvent être sous l'influence de lobbies religieux sans que vous en soyez informés. Il faut le savoir. Et il faut s'en rappeler. Voilà. Des réactions, Lazare ?
Oui, moi je pense beaucoup à la scientologie aussi, qui fait pas mal d'entrisme quelque part, Bien sûr. parce que la scientologie, c'est des gens qui sont extrêmement haut placés, généralement, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont très haut placés et Mhm. qui vont infiltrer comme ça des gouvernements, des lieux de spectacle ou des domaines particuliers, comme le cinéma, je pense notamment. Mhm. Et Tu m'étonnes. voilà. Alors, ce que je voudrais dire aussi, tu l'as bien dit au départ, en fait, il suffit pas de un seul critère et il y a pas des il y a pas il y a des critères qu'on ne retrouve pas systématiquement, en fait. Il faut faire un petit peu une analyse de ce qu'on trouve, de ce qu'on voit et un critère ne suffit pas et faut chercher un petit peu plus loin, voilà. C'est d'ailleurs C'est précis. une accumulation de critères. Ce que tu es en train de dire est d'ailleurs précisé juste en dessous de la liste que je viens de lire. Tout à Un fait. seul critère ne suffit pas pour établir l'existence d'une dérive sectaire et tous les critères n'ont pas la même valeur. C'est très important, évidemment. Le premier critère, déstabilisation mentale, est toutefois toujours présent dans les cas de dérive sectaire. Voilà, il y a des trucs, Mmh. enfin, je veux dire, il y a il y a des grands trucs inévitables. Je pense aussi l'embrigadement des enfants, hein, parce que une des premières choses que font les sectes pour assurer leur survie, c'est de fonder des écoles. Sur ça, je veux bien rebondir parce que, il y a 15 jours, j'ai fait une émission avec, Dominique, Reynaud, Mhm. qui est une ancienne, une ex, oui, c'est ça, il faut dire ex parce que ancien, c'est très connoté chez les témoins de Jéhovah. C'est une ex témoin de Jéhovah Mhm. et elle a dit elle a commencé dans les années 70, elle est restée 40 ans chez les témoins de Ouf. Jéhovah. Elle est rentrée à l'âge de 6 ans. Et en fait, elle disait, avec le recul et l'âge, elle s'est rendue compte que les générations euh, les plus récentes étaient totalement perchées, excusez-moi du mot, mais en fait, parce qu'ils ont été embrigadés très tôt. Et finalement, ce qu'elle se rend compte, c'est qu'au fil des générations, les gens qui étaient des enfants sont maintenant des adultes. Et en fait, ceux qui ont grandi dans l'organisation sont encore plus dévariés Bien sûr. que ceux qui sont rentrés dans les années 70 et qui avaient déjà eu une éducation en dehors des témoins de Jéhovah. Oui, oui, ben c'est là qu'on retrouve enfin, typiquement la rupture avec l'environnement d'origine et le discours antisocial, qui est le monde extérieur est de toute façon un danger. Il suffit de voir bah, la littérature. Chez les témoins de Jéhovah, il ne faut pas oublier que leur journal de communication s'appelle La Tour de Garde. Ça dit tout. C'est-à-dire que les mecs sont dans une forteresse et passent leur temps à penser que le monde extérieur n'est là que pour les dévoyer, que pour les empêcher de faire leur salut, n'est tenu que par des diables ou des gens qui sont soumis à Satan. On retrouve ça effectivement dans l'histoire de la secte de mes parents, hein. Enfin, je veux dire qu'il y avait littéralement un mur d'enceinte, hein, d'accord. Donc, à l'intérieur, c'était pur et l'extérieur était impur. C'est le même rapport, hein. C'est comme ça que je comprends ce point qui s'appelle le discours antisocial. Pour moi, c'est ça qu'ils ont voulu dire. Antisocial dans le sens, on se sort de ce tissu social, en fait. Mhm. Et on reste entre nous. Bah, on trouve ça chez les salafistes aussi, hein. Mm. Le voile est aussi une séparation du monde extérieur, en fait. Puisque ce voile, enfin, c'est comme une armure. Le voile, on l'enlève quand on est dans le cercle familial, mais on le met à l'extérieur pour se protéger de l'influence extérieure aussi. Ça sert aussi à ça. Mm. Voilà. On va peut-être regarder 2 secondes si le chat réagit et s'il y a des questions qui ressortent. Tu as... J'avais vu une question Ouais. tout au début qui me disait est-ce que la religion et la croyance à la religion, c'est la même chose que croire au paranormal? Je crois que c'était ça la question. Exactement, peut-être pas. Mais je pense que oui, en fait, cette croyance irrationnelle, c'est une croyance irrationnelle qui se base un petit peu sur le même principe, c'est-à-dire une croyance, on n'a aucune preuve, mais on va décider de penser que c'est vrai. Et donc pour moi, oui, le schéma est très, très similaire. Mais pour moi, les processus mentaux les processus mentaux qui conduisent à la croyance aux sueurs de Turin sont exactement les mêmes processus mentaux qui amènent à croire, je sais pas, bah, à la présence des esprits, aux messages qu'on peut entendre dans des radios qui grésillent ou aux esprits frappeurs. Pour moi, enfin, tout ça est lié. Oui.
Et je vois une question, quelle est la spécialité de Lazare? Alors, ma spécialité, on va dire les sujets que j'adore aborder, que j'aime bien aborder dans ma chaîne, c'est le paranormal, les dérives sectaires et les faits divers non résolus qui, en fait, vont pousser les gens à faire plein de sortes d'allégations, plus ou moins fondées. Voilà, moi, ma spécialité, ça reste quand même plus le paranormal et la dérive sectaire, maintenant que j'ai fait quand même pas mal d'émissions sur les dérives sectaires. Mhm. Alors, je vois le message d'une personne qui utilise le chat pour la première fois et qui nous dit: Bonsoir les mécréants, j'espère qu'un jour vous allez vous repentir. J'invite cette personne à venir parler avec moi en live. Je serais ravi de discuter avec elle de tout ça. Et puis, tu vois, notre discours n'est pas de vouloir te convertir, toi qui nous dis ça. Toi, tu veux qu'on se change. Nous, on ne te demande pas de changer. Nous, on dit juste ce qu'on pense. Et tu vois, on n'a pas la même démarche tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Nous ne sommes pas Euh, prosélytes, nous expliquons simplement pourquoi nous ne croyons pas ce en quoi vous croyez. C'est tout. on donne notre avis sans vous imposer un changement. Et je trouve que ton discours dans ton commentaire, il est très, Bah déjà, il est c'est impoli. très prosélyte, comme tu dis. C'est impoli déjà. Parce qu'on ne vous demande rien. Et puis, nous repentir de quoi exactement? Je serais curieux que vous m'expliquiez ça. Une fois qu'on aura fini avec Lazare, et s'il reste un petit peu de place dans l'émission, je serais ravi de vous faire un petit peu de place pour que vous m'expliquiez de quoi je dois me repentir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Raven Alors, Seigneur qui dit est-ce qu'il y a selon vous un profil type, profession, étude ou caractère personnel qui rend propice à la croyance au paranormal? Excellente question. ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, au niveau de la croyance irrationnelle, on est tous possiblement des victimes potentielles de ça. On peut tous se tromper nous-mêmes, on peut tous tomber dans des biais. Donc, il faut a priori se dire qu'on est à peu près tous faibles. Des Enfin, potentielles victimes. Voilà. voilà, nous sommes tous des potentielles victimes. Alors, par contre, un petit peu comme dans l'entrée dans des mouvements de dérive sectaire, je pense que ce qui peut booster beaucoup, c'est un élément dramatique, tu vois, un événement dramatique, la perte de quelqu'un. Perdre d'un C'est être cher, généralement oui, bien sûr. dans le paranormal, c'est généralement la perte d'un être cher et des gens qui vont se tourner vers des médiums ou des voyants pour rétablir un contact avec les défunts qu'ils ont perdus. Voilà. Je pense qu'il y a, dans le fond de ça, il y a un drame personnel quelque part Hmm. qui peut être différent des uns des autres, mais je pense que oui. Alors, par rapport au drame personnel, c'est un point que j'avais abordé dans une de mes vidéos. C'est un truc qui me fascine toujours. C'est-à-dire que quand il y a un drame personnel, un choc émotionnel qui amène à la croyance, les croyants trouvent ça complètement naturel et parfaitement légitime. Mais quand ce choc amène à la décroyance et à la sortie d'une religion, là, c'est ah, mais tu es victime de tes émotions. Donc, le double standard est absolument fascinant de ce point de vue-là. C'est assez rigolo. J'ai vu un commentaire de, tiens, ça passe vite sur Twitch, hein, enfin surtout que vous êtes beaucoup, de Alors, Mercury82 non qui seulement nous ils dit sont beaucoup, bonjour. non seulement ils sont beaucoup, mais ils font des blagues et ils sont extrêmement bavards. C'est très difficile d'arriver à suivre. Donc, vas-y, pardon. Moi, ça me va, j'aime bien. Vas-y. Mercury82 qui nous dit bonjour. Moi, je crois que c'est un chat qui fume des pétards qui a tout créé. Prouvez que j'ai tort. Eh bien, en fait, là, tu fais l'inversion de la charge. En fait, c'est à toi de nous prouver l'inversion de la. Mince, j'ai Oui, perdu oui. mon mot. L'inversion de la charge de la C'est preuve, c'est à toi de nous prouver que c'est bien un chat. la charge de la preuve. Absolument. C'est à toi de nous prouver que c'est un chat qui fume des pétards qui a tout créé. À partir du moment où tu arrives à nous prouver ça, moi, demain, je raconte à tout le monde et sur YouTube, j'en parle toute la journée. Mais je crois que son commentaire s'adresse à Google Mantai, qui est la personne qui est venue nous dire qu'il fallait que nous devions nous repentir. Oui, mais ça me faisait bien, ça me faisait C'est un très bon de exemple. rebondir sur voilà, l'inversion de la charge de la preuve. Et voilà. Sinon, pour aller un petit peu plus loin dans les dérives sectaires, le deuxième paragraphe qui s'appelle «Dérives concernant les personnes» sur le même site de la Mivilude est Ouais. super intéressant, Mhm. vraiment très intéressant. Moi, c'est ce qui me touche le plus parce que, je trouve que c'est important de sensibiliser les gens, de voir quand ça touche la personne. Oui, absolument. Hem, Donc, comment déceler l'influence sectaire? Donc, c'est juste en dessous. Si vous êtes sur la page de la Mivilude, qui est, je vais vous la communiquer, ce sera plus simple. Je vais vous la mettre dans le chat. Non, ce n'est pas un titre.
Dérive concernant les personnes. Vous avez donc cette page, vous avez d'abord comment la détecter et ensuite dérive concernant les personnes. Alors ça, c'est assez intéressant parce que, enfin, je vais rebondir sur le truc. Alors, comment déceler l'influence sectaire sur le comportement d'un proche? Adoption d'un langage propre au groupe. Ça, c'est quand même très intéressant quand on en est carrément à changer son vocabulaire, à n'utiliser des mots qui ne sont utilisés que dans ce groupe, ou même carrément d'apprendre une langue différente pour être plus dans la ligne. Modification des habitudes alimentaires ou vestimentaires. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Tout le monde aura des exemples en tête. Refus de soins ou arrêt des traitements médicaux régulièrement prescrits. Ça, c'est absolument fondamental. Ça, c'est absolument fondamental. Quand vous voyez des gens qui laissent tomber leur traitement pour une maladie au long cours et qui se mettent à faire ou des passes ou de manger des granules au sucre ou de bouffer des légumes pas cuits et des fruits écrasés, censés tout soigner, vous savez qu'on est sur une dérive sectaire. C'est direct, ça, c'est évident. Quelqu'un qui suit un régime alimentaire qui a un impact sur sa physiologie, quelqu'un qui se retrouve qui fait 1,80 m et qui se met à peser 35 kilos, il y a un problème. Surtout que, je vais juste rebondir sur ça, excuse-moi Alexandre. Vas-y. Surtout que quand on est dans un état de fatigue et de faiblesse physique, on va être beaucoup plus influençable. Donc il ne faut pas oublier que l'objectif quelque part, c'est de vous fragiliser et après vous suivrez toutes les instructions qu'on vous donne. C'est un processus très connu dans les sectes. C'est-à-dire que vous arrivez dans la secte, déjà il y a le love bombing, c'est-à-dire « Oh, tu es merveilleux, tu nous as trouvés, mais tu es un être exceptionnel, mais que tu es beau, mais que tu es intelligent, tu fais partie de l'élite, ça y est, tu fais partie des gens qui sont véritablement éveillés, qui savent, alors que les autres sont encore dans le brouillard. Tu touches à la vérité. Et d'ailleurs, notre gourou, notre chef spirituel, t'a bien reconnu et il va te confier une mission. Et là, on vous confie une mission qui est humainement impossible de remplir. Donc, on vous met, juste après le love bombing, on vous met en état d'échec. Systématiquement. Ça, c'est un grand besoin. Ah oui, alors non, tu as un potentiel extraordinaire, mais on va t'aider à le développer. Et là commence l'endoctrinement. Et c'est là qu'on vous commence à vous confier des tâches ou à faire apprendre des trucs, un état d'épuisement. Et ça vient toujours avec tu vas faire une cure de jeûne pour te laver de tes toxines ou de tes toxines ou physiques ou mentales ou etc. ou de tes névroses ou de machin. De toute façon, on va vous amener à des exercices ou physiques ou choses comme ça qui vont vous amener à un état d'épuisement physiologique. Or, le cerveau, c'est 25% de l'énergie du corps quand vous bouffez. 25% de vos calories servent à faire fonctionner correctement votre cerveau. Si vous n'avez plus assez de calories, votre cerveau ne fonctionne plus. Vous manquez de sommeil, vous manquez d'énergie, vous n'êtes plus capable d'exercer votre esprit critique. Et c'est là qu'on vous manipule définitivement, qu'on vous fait tomber définitivement dans l'endoctrinement et dans la manipulation mentale. Si quelqu'un vous dit « Ah, je connais un type formidable, tu vas voir, tu vas faire un stage d'1 semaine pour te détoxifier », alerte rouge. Alerte rouge. Jamais, n'allez jamais là-dedans. Situation de rupture avec la famille ou le milieu social et professionnel. Est-il besoin de commenter? Enfin, tu peux commenter si tu veux, Lazare. Oui, le très bon exemple, les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah vont vous couper de votre famille parce qu'encore une fois, tu l'as bien expliqué tout à l'heure, les témoins de Jéhovah sont dans une religion, je vais pas dire une religion, mais dans un mouvement apocalyptique, un peu millénariste. Ça veut dire que la fin du monde est proche et qu'il va falloir convertir le plus de gens possible autour de soi pour pouvoir les sauver de cet apocalypse. C'est même pas proche. Ça peut arriver dans 1 heure. C'est ça. C'est vraiment, ils ont cette psychologie-là. Hein, c'est absolument incroyable. Et en fait... c'est pour ça qu'ils font pas d'études et qu'ils font pas de projet, entre guillemets. Voilà. Ça sert à rien. Et donc,
Voilà, j'avais précisé ça parce que dans l'organisation des témoins de Jéhovah, on va vraiment vous dissuader d'avoir des contacts avec l'extérieur parce que Satan est partout, dans les films, au cinéma, dans les livres, dans tout, en fait. Donc il faut lire les livres jéhovistes, il faut regarder les vidéos jéhovistes, Et il faut que ça. écouter la musique Et que jéhoviste ça. et voilà, le reste est interdit. Donc en fait, en faisant ça, vous allez vous couper des gens, proches de vous. Et alors, pour rebondir sur la, comment dirais-je, sur une psychologie commune, souvenez-vous des mouvements de Christian rock. C'est-à-dire que écouter du rock qui n'est pas fait par des gens chrétiens avec un message positif vous amène à être sous l'influence du diable. Et on brûle les disques, on les détruit, on met des explicit lyrics parce que ça va abîmer l'esprit des enfants et les amener au diable. Le rock'n'roll, j'insiste là-dessus, hein, les métalleux, parce que j'ai l'impression que la moitié de mon public sont des métalleux. Vous êtes le diable, vous êtes des agents de Satan, sachez-le. Vous êtes des diables, vous abîmez les enfants. Quand vous les mangez pas, vous les abîmez. Voilà. Bon, donc voilà, c'est important. On retrouve ça aussi dans la scientologie. Et voilà. Et voilà. Bon, engagement exclusif pour le groupe. Eh oui. Eh oui. Tout le travail qu'on fait, c'est pour le groupe. Tout l'argent qu'on gagne, c'est pour le groupe. Tout le travail social, etc., c'est toujours pour le groupe. C'est-à-dire que si on travaille, je ne sais pas, dans une association qui distribue des repas ou des choses comme ça, on ne va pas le faire sur une association qui distribue juste des repas sans rien dire. On va aller faire de la charité pour faire du prosélytisme. C'est toujours dirigé, en fait. D'accord ? Soumission absolue, dévouement total aux dirigeants. Il y a une chaîne YouTube d'un athée que j'aime beaucoup qui s'appelle Don't Drink the Kool-Aid. Cette expression. Ah oui, excellent. Il est absolument merveilleux. J'adore. Cette expression Don't Drink the Kool-Aid vient de ce qui s'est passé chez Jim Jones. Les plus jeunes d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ça. C'est une secte où, en fait, quand le mec a compris que c'était foutu, il a fait boire du poison à toute sa communauté. Et donc, ça correspondait. J'en ai parlé dans une de mes vidéos, une de mes vidéos pas strikées, mais qui me rapporte plus d'argent. Jim Jones, je crois qu'on est à peu près à 1000 victimes. Plus de 1000 victimes en une fois. C'est-à-dire qu'il a fait boire une boisson avec de la strychnine, enfin ce genre de truc, à tout le monde. Et cette boisson, pour masquer le goût amer du poison, c'était en fait ce qu'on appelle du Kool-Aid. Voilà. Et donc, par extension, on dit n'avalez pas tout ce qu'on vous présente. Voilà. C'est ça. En fait, don't drink the Kool-Aid, ça veut dire n'obéissez pas aveuglément, ne gobez pas tout ce qu'on vous dit. C'est une expression anglophone. Exactement. Et je suis très content que tu cites cette chaîne parce que c'est vraiment très très bonne cette chaîne pour les gens qui comprennent l'anglais. D'ailleurs, j'avais déjà détecté chez toi que tu connaissais bien l'anglais, ce qui est très important, Ouais. je pense. Bien. Il faut augmenter son niveau en anglais. Je pense que c'est très important. Il y a beaucoup plus d'informations en anglais. Ils sont très en avance sur nous. Il suffit de voir, donc alors évidemment, le site de Matt Dillahunty, évidemment, les débats avec Christopher Hitchens, évidemment, la chaîne comme Don't Drink the Kool-Aid, évidemment, la chaîne très importante aussi, Rationality Rules, qui est absolument formidable, de Stephen Woodford, qui est absolument génial, qui est très très drôle. Encore un métalleux, c'est insupportable. Non, mais Stephen a un avantage sur tous les autres, c'est qu'il est anglais. Et donc rien que pour l'accent, c'est quand même assez savoureux. Il a aussi un autre compagnon qui est anglais et qui fait des études de philo maintenant. La grande bringue, là. J'ai oublié, mais j'essaierai de vous cumuler tous les sites anglophones. Mais c'est hyper important, même si c'est en anglais. D'ailleurs, j'avais prévu que nous regardions ensemble une vidéo de Stephen Woodford, donc de la chaîne Rationality Rules, où il discute avec Bart Ehrman. Bart Ehrman, c'est un type que tout le monde, dans l'athéisme, qui combat l'influence des religions, en particulier la religion chrétienne, doit connaître. Bart Ehrman est un spécialiste des évangiles.
C'est peut-être le plus grand spécialiste mondial des évangiles. Il écrit un paquet de bouquins. C'est quelqu'un qui était croyant, qui a commencé exactement comme Matt Dillahunty. C'est quelqu'un qui était croyant et qui, en faisant des recherches pour soutenir sa croyance, plus il a creusé, plus le château de sable s'est cassé la gueule sur lui. Et maintenant, il est athée. C'est un des plus grands spécialistes des évangiles. Et c'est la personne, justement, dans un entretien qu'il a donné à la chaîne Don't Drink the Kool-Aid, entretien qui est absolument formidable, qui m'a convaincu que la thèse mythiste soutenue par Onfray n'était pas forcément la plus vraisemblable. Voilà. Donc il y a une partie mythiste dans l'histoire. Effectivement, il y a une partie mythologique dans l'histoire de Jésus et dans les évangiles. Mais Barterman fait partie des gens qui m'ont convaincu qu'effectivement, il y a bien eu un rabbi appelé Yeshua qui a été crucifié par les Romains à peu près à cette époque-là, et que partant de cet événement, la secte apocalyptique qu'on appelle les chrétiens est née. Lisez ces bouquins si vous avez la possibilité. Je ne sais pas s'ils sont trouvables en français. Barterman est un mec qui est, je vous note le nom dans le chat pour ceux qui se posent la question de savoir comment ça s'écrit. Parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que le H est après le R. Voilà. Faut toujours qu'ils fassent les malins, ces mecs-là. Voilà. Barterman, vraiment. Si vous vous intéressez à ça, voilà. Absolument. Bon, revenons à notre dérive concernant les personnes. Perte d'esprit critique. Là, Lazare, je te laisserai. Bah oui, parce qu'en fait, il ne faut rien questionner, il ne faut pas douter. En fait, on va vous couper du doute. En fait, il faut écouter ce qu'on vous dit, il faut croire. En fait, c'est ça, et on va totalement détruire votre esprit critique petit à petit, comme ça, quoi. Mm. Et c'est un mécanisme qu'on retrouve dans toutes les mouvements à dérive sectaire, hein. Le doute, quoi. Le doute, c'est pas bon. Le doute, c'est pas bon. Et dans toutes les dérives sectaires, et c'est pour ça, moi, que je considère l'islam comme une secte, c'est que justement, le doute est interdit. Le doute en soi est déjà un péché, c'est marqué dans le Coran. Lisez le Coran, vous verrez, c'est assez... voilà. Alors, pas se tromper, hein, dans la chrétienté aussi, il y a tout un discours, c'est mais oui, mais je doute, mais le doute est important, tout ça, etc. Seulement, quand on leur apporte des éléments factuels qui permettent de douter, le doute est systématiquement écarté, hein. Pas se tromper non plus. Les réponses stéréotypées à toutes les interrogations existentielles. Ils ont des réponses prêtes pour tout. Et si vous interrogez différentes personnes du même groupe, si vous leur posez la même question, c'est ce qu'on disait tout d'un coup par rapport à l'adoption d'un langage propre au groupe, c'est que vous allez vous apercevoir que toutes les réponses sont exactement les mêmes. C'est du par cœur, c'est du perroquage. Il n'y en a pas un qui réfléchit, c'est la réponse automatique. Exactement, et je vais revenir encore aux témoins de Jéhovah, qui est un gros sujet de ma chaîne, vous l'avez Bien compris. sûr. Parce qu'en fait, les témoins de Jéhovah, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, est-ce une secte? On ne sait pas trop, c'est un peu vague. Du coup, moi, j'ai décidé de mettre un peu l'accent sur ça. Et il y a des gens qui sont venus faire de la prédication chez moi. Donc, ils viennent toquer à la porte. Bon, moi, c'est pas ma porte, c'est au portail, mais c'est un détail. Et je suis allé les voir, j'ai discuté avec eux, je leur ai expliqué que moi, j'avais une chaîne YouTube où je faisais venir des ex-témoins de Jéhovah qui avaient vécu des choses dramatiques, et que voilà, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, mais que ça m'intéressait quand même de discuter avec eux, d'entamer le dialogue et de voir ce qu'ils avaient à me dire. Et au bout d'une vingtaine de minutes de discussion, une des deux personnes me dit, bah, si vous êtes d'accord, je reviens la semaine prochaine et vous me posez une question aujourd'hui et je viendrai avec la réponse la semaine prochaine. Donc, j'ai joué le jeu. Moi, je lui ai posé la question de l'excommunication. Qu'est-ce que l'excommunication et comment se fait-il qu'il y ait tant de gens qui s'en plaignent et comment l'excommunication se déroule dans les faits, en fait. Et la semaine d'après, bon, on s'est manqué parce que j'étais malade, mais il m'a laissé une lettre dans ma boîte aux lettres, une lettre manuscrite dans laquelle, en fait, c'est une série de liens pour aller sur le site jw.org, en C'est que fait. ça. Mm. C'est que le jw.org. Et en fait,
c'est enrobé de politesse, mais finalement, le fond du propos, c'est ce que débite la Watchtower, en fait. Et il n'y a rien, il y a aucune réponse personnalisée. Lui, il me dit, va voir tel article, tel article, tel article. Et il a éludé totalement la question de savoir comment ça se passe dans les faits, hein. Parce que quand vous allez sur le site jw.org, c'est un acte d'amour, l'excommunication, hein. Mhm. C'est présenté comme ça, hein. Je rappelle que l'excommunication, quand on quitte les témoins de Jéhovah, vous êtes exclu totalement. Les membres de votre famille qui sont encore dans le mouvement n'ont plus le droit de vous parler Mhm. et vous vous retrouvez totalement seul. Parce que quand vous rentrez dans un mouvement comme ça, vous perdez tous vos amis de l'extérieur, on l'a dit un petit peu Mhm. plus tôt. Tout votre environnement social ne devient que exclusivement jéhoviste. Et en fait, quand on vous éjecte, vous vous retrouvez tellement seul qu'il y a beaucoup de gens qui retournent dans l'organisation parce que en fait, c'est trop dur de perdre sa famille, de perdre ses amis, et ils vont devenir ce qu'on appelle des PIMO, physically In, in, mentally mentally out. out. Et en fait, ça veut dire qu'ils sont physiquement à l'intérieur du mouvement, mais que dans leur tête, ils sont contre tout ce qu'ils disent. Et en fait, ils jouent le jeu, ce qui est une situation extrêmement difficile à vivre. Et, euh, Oui, et oui, en fait, voilà, en fait, c'est la menace de la mort sociale. Mais c'est exactement ce qui tout se à passe fait. aussi, par exemple, avec cette secte américaine, c'est pas les Mormons, c'est zut, qui sont toujours en carriole, là. Euh, euh, Ah, Zut. ah, Ils vivent comme la petite maison dans la prairie, là. Zut. les Mormons, c'est déjà pas mal, hein. Les Mormons, c'est pas Et les mal. Amish, Les voilà, Amish, bien les joué, Amish, Oyo, bien merci. joué, Oyo. Non, non, mais j'ai un chat de gens absolument formidable. Et donc, les Amish, il y a une période, les jeunes Amish peuvent aller dans le monde extérieur. Je crois qu'ils ont le droit de vivre là-bas pendant 1 an pour prendre leurs décisions, soit de rester dans le monde extérieur, soit de revenir au niveau de la secte. Moi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avant cette année-là, ils n'ont aucune éducation qui leur permet de vivre correctement dans le monde extérieur. Ils connaissent pas les téléphones, ils connaissent pas les ordinateurs, ils ont aucune idée, ils ont aucune compétence qui leur permet de trouver un boulot ou un truc comme ça, etc., pour vivre tranquillement dans le monde extérieur. Les rapports hommes-femmes leur sont totalement inconnus, que ce soit du côté des femmes ou du côté des hommes. Ces gens-là sont lancés dans le monde extérieur, et le monde extérieur aux États-Unis, c'est un peu une arène. Voilà. C'est très Ils grand. sont jetés, mais à poil. Tiens, voilà ton trident et ton chiffon. Démerde-toi pour survivre. Quand tu n'as jamais eu aucun entraînement et que tu es jeté dans une arène comme ça, tu survis pas. Tu reviens en arrière, tu vas te réfugier, tu vois. Et c'est exactement ce que font 80% d'entre eux. Je ne sais pas quelle force intérieure, mentale ou psychologique arrive à trouver les quelques pourcents qui ne retournent pas dans la secte et qui sont capables de s'adapter et en quelques mois d'arriver à s'intégrer dans une société aussi, entre guillemets, violente que les États-Unis, alors qu'ils n'y ont jamais été préparés de toute leur existence. Mais il y en a. Alors, ça, c'est beaucoup dû à l'accompagnement. J'ai vu que dans le chat, vous avez cité pas mal de structures d'accompagnement françaises, évidemment, parce que là, on va revenir un petit peu en France, parce que ça marche également aux États-Unis, mais pareil en France, hein. Et donc, je pense que ce qui fait cette différence, Baron, c'est des gens qui réussissent à trouver une personne qui va les accompagner ou une structure qui va les accompagner. Donc en France, nous avons le GEMPI avec pour président Didier Pachou qui est venu dans mon émission d'ailleurs. Nous avons la Mivilude qu'on a citée au début. Nous avons le CCMM qui est le Centre contre les manipulations mentales qui s'appelle aussi Centre Roger Icor. C'est la même structure. Vous avez aussi l'UNADFI. Vous avez également le CAFES, C-A-2-F-E-S. UNADFI, c'est U-N-A-D-F-I. Et vous avez également AIRS sur Facebook, plus un petit peu porté sur les témoins de Jéhovah, puisque c'est géré par Alexandre Cauchois. Alors, tu sais ce qu'on va Et faire? Ce qu'on va faire, parce que tu peux pas le faire directement, tu vas m'envoyer en message privé tous ces liens et je vais les mettre dans le ah, Discord. mais tout de suite. D'accord? Ouais, ouais. Moi, c'est des liens que je mets systématiquement dans les descriptions. Hop, je vais te mettre ça tout de suite en. Alors, je vais te trouver. Le baron, tu es là. Hop. Voilà. Pourquoi l'AIRS c'est pas passé? Ah mince. Bon, l'AIRS c'est pas passé. Hop. Bon, là, tu as quand même les principales. Ok, très bien.
Et donc, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide pour sortir d'un mouvement sectaire ou que vous-même vous êtes désemparé face à un ami qui est là-dedans, ou encore une autre solution, c'est que vous êtes vous-même dans un mouvement à dérive sectaire et que vous vous posez des questions pour la sortie, ce qui est très important, c'est de vous faire accompagner. Parce que effectivement, comme l'a dit le baron, vous n'allez pas être prêt parce qu'on vous a, selon le, bon après c'est toujours au cas par Le cas, degré évidemment, c'est dur de généraliser. d'endoctrinement, oui, bien sûr. Selon votre degré d'endoctrinement et du temps que vous avez passé là-bas, et puis il y a des gens chez qui ça va passer très vite, des gens à qui ça va passer, ça va mettre des années, ça peut être très très compliqué et ça peut arriver que l'on fasse n'importe quoi parce qu'on n'a pas les codes sociaux, on n'a pas on n'a pas les codes, on n'a pas l'éducation, on n'a pas l'instruction. Donc en fait, vous allez être totalement paumé. Donc faites-vous accompagner, c'est extrêmement important. Et en France, on a la chance d'avoir plein de structures qui le font. Donc il faut en profiter puis se tourner vers eux. Voilà, je pense que c'est important. Excuse-moi, je t'écoutais que d'une oreille parce que je réponds à un commentaire. Donc, on va continuer. Oui, alors, par exemple, c'est vrai que sur les dérives, sur l'existence d'atteinte à l'intégrité physique, c'est vrai qu'il y a un éléphant dans la pièce que nous n'avons pas cité. C'est évidemment, par exemple, les mutilations génitales justifiées par l'activité religieuse. Hein, il est évident que la circoncision, par exemple, rentre dans ces atteintes, évidemment, physiques. Hein. Voilà. Donc, on va... Et le manque de sommeil, le dernier point, Voilà. le manque de sommeil qui encore va vous pousser à être beaucoup plus docile, extrêmement docile. Voilà, donc les dérives concernant les personnes. Alors, l'embrigadement des enfants, on avait déjà vu ça, mais donc effectivement, sur les trucs, quand vous voyez un enfant qui a des questions, n'a pas des réponses d'enfant, mais semble avoir un discours qui est largement au-dessus de son âge et donne l'impression d'être en pilote automatique, vous savez déjà que il y a un problème. L'existence d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, on vient d'en parler. Et évidemment, Les punitions, par exemple. voilà, les punitions physiques. Moi, j'avais vu ça dans la rue. J'étais tombé sur une dame qui était avec ses deux fils. Donc, on était dans un quartier très bourgeois hein, de Paris. Et donc, le petit garçon était en blazer, chemise, cravate, short en tergal gris, vous voyez, petites chaussettes, chaussures vernies. Et sa mère était vraiment l'archétype de la bourgeoise du 16e arrondissement avec la jupe à carreaux avec la grosse, la grosse épingle, le serre-tête en velours et la petite veste qui semble tomber des montagnes helvétiques. Et qui était en train de lui dire à genoux, François, mettez-vous à genoux, demandez pardon et tout, etc. Je suis arrivé, j'ai fait relève-toi, François. Mais comment osez-vous? Non, debout, François. Non, jamais. Il était mort de rire, il s'est relevé. Il avait les genoux écorchés. L'humiliation. Mais il était mort de rire mais comment osez-vous et tout, etc. Je pensais que l'humiliation d'un enfant en pleine rue va aider à son éducation. Vous êtes vraiment convaincu de ça? Voilà. Je sortais de la piscine. Pour une fois que j'allais à la piscine, un truc invraisemblable. Moi qui ne vais jamais à la piscine. Enfin bon, bref. Et alors, dérives concernant les biens, oui, alors le détournement, le fait d'accepter... Est-ce que je peux... Vas-y, pardon. Je peux préciser un petit truc qui m'a été dit dans mon émission quand j'ai reçu Didier Pachou. On se fait souvent l'idée qu'un mouvement à dérive sectaire va vous demander, par exemple, 10%, tu l'as cité tout à l'heure, 10% de votre salaire ou 30%, ou 40%, 50%. Et en fait, ça n'est pas systématique. Hein. Encore une fois, on se dit souvent ça, voilà, il me demande beaucoup d'argent, donc c'est une dérive sectaire. Mais en fait, ça peut être une dérive même si on ne vous demande pas un seul centime. Il faut que vous ayez conscience de ça aussi. Il arrive souvent bien sûr qu'on vous demande de vous investir financièrement dans le mouvement, mais ça n'est pas systématique. En fait, voilà, ces critères, il faut faire gaffe. Parfois, ils y sont, parfois, ils y sont pas. Et comme on a dit, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Mais c'est-à-dire que, par exemple, il y a aussi des contributions cachées. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien quand mes parents faisaient partie de la secte,
C'est-à-dire qu'ils ne donnaient pas forcément de l'argent directement à la secte. Mais ils achetaient les bâtons d'encens qu'utilisait le gourou. Ils achetaient systématiquement les cubes de camphre qui étaient nécessaires au puja. Ils achetaient les lampes, ils achetaient les récipients, ils achetaient les miroirs, ils achetaient les tirages photos, ils achetaient... Voilà. Donc, entre les souvenirs, les dons qui sont faits pendant les pujas, les trucs comme ça paraît rien comme ça. Mais tu fais 10 pujas par mois ou tu donnes 50 francs à chaque fois. C'est l'engagement aussi. Il faut savoir qu'un engagement qui est coûteux financièrement va être plus engageant. Bien sûr. Parce qu'en fait, au plus il va être coûteux, au plus on va s'engager quelque part. Bah oui, et c'est non seulement l'engagement financier, mais temporel, psychologique, des soirées que ma mère a passées à coudre des coussins pour que les gens aient pas mal aux genoux, pour aller au puja, pour faire, c'est-à-dire les cérémonies de prière. Et les cérémonies de prière, elles servaient à quoi? À faire qu'il y ait une prière qui fasse le tour de la Terre en 24 heures, c'est-à-dire que les prières ne s'arrêtent pas pendant 24 heures, et ce pendant un mois. Pourquoi? Pour prier pour que le furoncle que le gourou avait au cul disparaisse. Magnifique. Magnifique. On est vraiment très, dans la... très romantique. On est vraiment de la... à Non, quelques jours de mais la, haute... de la Saint-Valentin. Non, mais on est dans la haute spiritualité, il faut le savoir et tout, tu vois. Le furoncle, le scrotum furoncle du gourou, ah, c'est une image qui vaut son pesant de cacahuètes, tu vois. Voilà. Donc, bon, après, il y a des dérives concernant les biens, la vie sociale démocratique. On ne va pas faire tout le truc. Vous voyez qu'effectivement, on a un certain nombre de critères qui peuvent s'appliquer. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'ils peuvent s'appliquer à énormément de choses, y compris, alors évidemment, à des idéologies, entre guillemets, mystiques, des conceptions métaphysiques, mais aussi, éventuellement, à des idéologies politiques. Tout à fait. Mais aussi à des idéologies comme la zététique. Qui pour moi est devenue une idéologie politique. Mais bon, ça c'est... oui. Moi je trouve aussi. On peut peut-être en discuter, mais bon, il me semble que c'est un outil qui a été dévoyé par un certain nombre de personnes qui l'utilisent pour pousser un agenda politique particulier. Voilà. J'aime pas trop ce que c'est devenu non plus, je t'avouerai. Encore une fois, je pense que j'aurais plein de trucs à dire sur ça, mais c'est peut-être pas le moment. Mais après, on peut faire peut-être une émission spéciale là-dessus. Ce serait bien, ouais, ce serait cool. Comme parce que justement, des gens qui osent... maintenant, on a même peur de la critiquer, cette zététique, hein, parce que dès qu'on la... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, ce serait bien de... C'est même impossible, en fait. À partir du moment où tu critiques la zététique, de toute façon, ça prouve que tu ne fais pas de la zététique. Et de toute façon, si tu prétends faire de la zététique ou appliquer ton esprit critique, tu mets ton esprit critique au service du fascisme. Ouais. Voilà. Je suis assez d'accord avec cette définition. Et je pense que c'est important qu'on en fasse une émission. On en avait un petit peu parlé quand tu étais venu. Et je pense que c'est important qu'on en fasse une émission, qu'on dise un peu, on mette sur la table un petit peu certaines dérives que tu as constatées, que j'ai également constatées, et de dire, on est en train de faire quoi là? Est-ce qu'on ne serait pas en train de... Enfin, moi, je n'ai même plus envie de m'identifier à ce mot. C'est ce que je t'ai dit. Moi, je ne l'ai jamais fait, hein, de toute façon. Voilà, mais il suffit de voir la réaction des zétètes, alors celle qui est le plus mise en avant, qu'on connaît avec la tronche en biais, etc., les grandes figures de la zététique, en tout cas sur les réseaux sociaux, par rapport on va mettre les pieds dans le plat, par rapport à quelqu'un comme Hassan, du cercle Cobalt. Je connais très mal. Il n'est même pas question de discuter avec lui. Il n'est même pas question de l'écouter. En fait. Et donc, moi, quand j'entends des grands discours sur il ne faut pas juger trop vite, il faut tendre la main, il faut arrêter de mettre les gens dans des cases, etc. Donc, il y a le discours et il y a les faits et les agissements qui sont parfaitement contradictoires avec le discours. Donc, moi, je trouve que c'est une hypocrisie absolument phénoménale, hein, du faites ce que je dis et pas ce que je fais. Au bout d'un moment, ça va, quoi.
Oui, ou comme faire une vidéo sur le qu'est-ce que le débat, comment faire un débat, puis ne jamais faire un débat avec des gens qui vous critiquent et puis aller tout de suite en justice, par exemple. Un autre exemple. Par rapport à Hassan du Cercle Cobalt, moi, c'est quelqu'un que je connais très Moi mal aussi. parce qu'en fait, si tu veux, moi, comme je parle anglais depuis longtemps, je comprends l'anglais depuis longtemps. Et là, j'ai pas été formé par la tronche en biais, par les éthiciens FR, tu vois. Moi, j'ai regardé surtout du contenu anglophone. Mhm. Donc j'ai pas ce biais-là enfin j'ai pas cette attache-là et quand il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, je me suis dit: «Bon, je vais faire un contenu francophone et il faut que je me rapproche un petit peu de cette communauté» et finalement, comme tu dis, Hassan du Cercle Cobalt, c'est le Voldemort, hein, on doit presque ne pas dire son C'est nom, ça. dans certaines communautés. Puis il y en a d'autres, hein, il y a Psychodélique, Psychodélique voilà. et Ah, alors, il y en a plein d'autres, l'hyper il y en a plein diable, ça d'autres. c'est le boss de la diablitude. Ah, il doit certainement avoir des torts, hein, mais Ah mais moi je trouve complètement, que bien sûr. Il dit le des traitement conneries. qu'il reçoit, c'est hallucinant. Le traitement qu'il reçoit, c'est hallucinant. Puis il dénonce un prétendu, allez voilà, parce que rien n'a été jugé. Il dénonce un prétendu harcèlement de sa part en faisant eux-mêmes un harcèlement sur lui, en se regroupant, en faisant plein de vidéos, en faisant plein de trucs. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un très gros problème, un très gros problème. Mhm. Moi, je ne comprends pas. Quand bien même Psychodélique disent des bêtises, C'est clair. moi, il y a des contenus que j'aime bien. Je ne regarde pas tout, hein, Mhm. mais c'est un collègue de travail, si tu veux, pour moi. Moi, je suis dans la peau du youtubeur. Mhm. Et je trouve qu'il y a des trucs à prendre. Psychodélique, il s'est fait défoncer, finalement. Quand tu regardes le début de l'histoire, il s'est fait défoncer parce qu'il a commencé à critiquer la zététique à juste titre. Tout ce que disait dans les premières vidéos contre la zététique, parce que c'était pas vraiment contre, hein, il a tendu beaucoup de perches. Mhm. Tout ce qu'il disait, moi je trouvais que c'était justifié. Oui. Je me disais, eh ben punaise, Psychodélique fait plus de zététique Mais d'où la que les blague, mecs qui se d'où prétendent la les blague dieux sur de la la branche zététique. serbe. Mais oui, C'était exactement. très drôle. C'était Euh, très drôle. Franchement, quand je vais très peu sur Twitter, hein, mais quand je vais sur Twitter, que je fais un petit peu un bilan de ce qui se passe, j'ai vachement plus envie de me rapprocher de la zététique serbe que de la zététique à proprement parler, comme Et ça, puis, hein. C'est un peu provoque ce que je dis, j'ai hein, vu mais passer un commentaire en disant oui, mais Hassan, il a été prêtre conversano, tout ça, etc. Ok, très bien, mais parmi les gens, moi, qui me traitent de facho et qui se réclament de la gauche, hein, des gens comme Paduring, etc., sont des anciens soraliens. moi, ouais, je ne regarde pas, moi. À chaque fois que Moi, je regarde je une viens de vidéo, parce que l'apprendre, mais il semblerait que ces gens viennent de chez Soral. Donc, me faire traiter de facho de la part de gens qui sont passés chez Soral, moi, je trouve ça un petit peu Ouais, extraordinaire. Et donc, si eux peuvent être pardonnés, et si on peut leur faire crédit du fait qu'ils n'ont plus cette pensée et qu'ils s'en sont détachés et qu'ils ont évolué, pourquoi ça ne marche pas dans l'autre sens? et puis pourquoi ils font pas preuve d'esprit critique sur leurs propres propos? Regarde ce Hmm. qui s'est passé encore une fois avec Psychodélique et l'affaire Chizel. Chizel a sorti une vidéo où on n'avait que les réponses de Psychodélique et tout le monde a misé sur la table. Regardez ce que Psychodélique dit, c'est scandaleux et tout. Et finalement, quand Psychodélique sort les réponses de Chizel, on se rend compte que c'est exactement la même chose. Et en fait, ils sont tous les deux dans le même discours Hmm. finalement. Hmm. Et sauf qu'on a mis Chizel sur un piédestal. Ouah, regardez, il a fait les bonnes réponses aussi. Mais ce que je n'ai pas entendu dans les vidéos de ces zététiciens, est-ce que c'est des zététiciens? Je ne sais même pas. C'est que si il a été enregistré à son insu, Psychodélique, il faut savoir que le mec qui a appuyé sur enregistrer, il sait qu'il est enregistré. Donc Hmm. forcément qu'il va dire les bonnes réponses. Vous prenez pas, ouais, ça paraît logique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est interdit d'enregistrer quelqu'un à son insu, Hmm. parce qu'on ne dit pas les mêmes choses quand on sait qu'on va être écouté en Bien public. sûr. Mais je n'ai pas vu un seul Acermandax ou Paduring ou qui que ce soit dire attention, il a été enregistré à son insu en dehors d'un live. Enfin, c'est il est où votre esprit critique en fait? Il est où? C'est l'esprit politique en fait. Vous êtes que là pour ça, les gars, Hmm. hein. Vous me trompez pas. En tout cas, moi, vous ne me trompez pas. Mm, mm. Mais je crois que ça trompe de moins en moins de monde. Euh, et, euh, et voilà quoi. Donc, Disons que comme ils sont en train de se regrouper, de faire un groupe soudé, et qui font des actions synchronisées,
On en a encore la preuve avec Psychodélique, Mhm. par exemple. Concerté, ouais. Euh, Des attaques concertées. Concerté Mhm. et de la survictimisation. Il se survictimise, un truc de dingue. Euh, Moi, je me demande quelle ampleur ça va prendre ce truc-là. Parce que moi, je pense que Ouais, non, je vais pas on dire va ça. finir par une surjudiciarisation à l'américaine. C'est tout. Alors que dès le premier drama avec Psychodélique, si Thomas avait fait un débat, Hmm. ça serait peut-être déjà réglé depuis longtemps, ça n'aurait jamais escaladé. Mais ils ont voulu capitaliser parce que, encore une fois, quand je suis arrivé dans le milieu de la zététique FR, il y a 2 ans et demi, Psychodélique, c'est le diable. Tu dis dans un groupe, dans un Discord de sceptiques que tu regardes Psychodélique, mais il faut voir comment tu te fais défoncer, hein. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Moi, je comprends pas. Euh, Bah c'est oui. c'est une dérive. C'est une dérive. Hmm. C'est une dérive, c'est pas. Et c'est. Et Bon, voilà, c'est ouais. triste, quoi. C'est triste. Oui, moi je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que moi, quand j'ai découvert la zététique, c'était un truc hyper positif pour moi qui m'a permis de me poser plein de bonnes questions, d'apprendre à comment me poser des questions sur moi-même, sur mes biais. Et j'ai l'impression que la zététique de 2022, 23, 24, parce que c'est celle que je connais Hmm. en FR, Mhm. c'est plus, on vous apprend pas comment, on vous apprend, on vous dit, voilà la sentence, le résultat. Voilà, Hmm. lui, cool, lui, pas cool. Lui, tu regardes, lui, tu regardes pas. D'ailleurs, il y a des moments où dans sa vidéo, Thomas utilise des éléments de langage qui sont très bizarres. Quand il dit il n'est pas mon ami et il n'est pas le vôtre, en parlant de psychodélique, ça c'est quand il avait fait une réponse Mhm. psychodélique est mort ou je ne sais plus Mhm. quoi. Quand il vous dit ce n'est pas votre ami, il est en train de vous Bien manipuler sûr. pour que vous pensiez qu'il n'est pas votre ami. Il a fait la même chose avec Delavier. Quand Delavier a attaqué Thomas, tout le monde sait que quand Delavier parle, même s'il dit les zététiciens, il parle de Thomas. Et Thomas, il dit, regardez, il a dit ça, c'est vous qui l'attaque, c'est vous qui l'attaque. Ça, c'est de la manipulation, messieurs, dames. Il est en train de... Delavier, c'est pas vous qui l'attaque. Delavier, il attaque les gens qui lui en ont foutu plein la gueule. C'est-à-dire Thomas Durand et Geek and Fit, essentiellement. Et c'est pas vous, hein, c'est pas vous les viewers qui l'attaquent. Et quand Delavier dit les zététiciens, c'est à eux qui pensent. Et maintenant, ce truc, les gens, tu leur dis, les gens, ils pensent zététique, ils pensent à la tronche en biais, à Thomas. Et c'est un problème parce que moi, Ouais. bon, C'est la il a figure. fait du taf. C'est devenu la figure. Mais c'est vachement intéressant parce que quand je me prends la tronche avec des croyants, c'est très rigolo. Je me fais traiter de zétète. Oh, vous les Mm, mm. zététiciens. Et il Ouais. faut pas se tromper. Quand on me traite de zététicien, il y a une volonté d'insulter, en fait. Et c'est absolument Et oui. incroyable, c'est que justement le fait d'être zététicien est désormais perçu dans le monde extérieur comme étant une insulte. Sur ça, dans certains milieux, c'est perçu comme étant une insulte et qui est balancé pour blesser. Alors c'est très rigolo parce que moi je dis, j'ai jamais dit que j'étais zétète et en plus les zététiciens veulent pas de moi, ça tombe bien. Donc vous pouvez me traiter de Hmm. zététicien, Je, je je me sens pas pense, touché. Hein. je pense qu'ils veulent pas de moi non plus. Euh, pour d'autres raisons que peut-être un jour sortiront. Pour l'instant, Ouais. c'est jamais sorti. Mais et je vois Backseater du futur qui nous dit Mister Talk Show. Je suis assez partagé sur ce que tu viens de dire. Il est possible que tous ces dramas soient de trop, mais on est mal placé pour savoir comment ces personnes l'ont vécu et quelle souffrance psychologique ça a pu induire. Et de ce fait, ils ont pu tomber dans l'excès par cette souffrance qu'on ne peut ressentir. Peut-être, mais la méthodologie de l'esprit critique te réfrène de dire c'est vous qui l'attaque quand tu sais très bien que c'est toi qui l'attaque et de dire des petits trucs comme ça. Et la survictimisation, je veux bien croire que ce soit des victimes, je veux bien croire qu'ils aient vécu un harcèlement, mais c'est pas psychodélique qui est derrière le clavier non plus, hein. Il faut pas tout mélanger. Je pense que Il y a aussi, moi, je remets pas en cause. pardon, Ouais, il y a vas-y. aussi un truc, un point moi que je trouve absolument essentiel, c'est-à-dire que, exactement comme pour les religieux, c'est-à-dire que le rapport à l'émotionnel n'est reconnu que dans un sens. C'est-à-dire que, oui, nous, on a été blessés, tout ça, etc., il faut nous respecter, etc. Mais les gens qui sont en face aussi, quand vous les traitez de droitards,
de droitardé, Hmm. de racelard, de machin, Ou etc., de ou de facho. facho. Moi, on m'a traité je sais pas combien de fois de facho. Voilà. S'ils savaient Est-ce ma que, est-ce que, vie, non, ils mais oseraient même ils savent pas. rien. Ils savent rien. Moi, quand on me traite de racelard, les gens ne savent absolument rien de mon rapport à l'altérité. Et ils me traitent de racelard. Et c'est, franchement, vu ma famille, enfin, je veux dire, c'est juste, enfin, c'est même plus ridicule. On en est à rire, quoi. Euh, Ces gens-là n'imaginent jamais que ce qu'ils disent, enfin, si tu veux, que l'émotion ressentie par la personne qu'ils insultent n'est jamais prise en compte dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est toujours oh, tu m'as choqué, tes propos m'ont choqué. Mais quand moi je dis que certaines choses que je vois ou que j'entends me choquent, ils n'en tiennent jamais compte. Pour eux, ça ne compte pas. C'est-à-dire, seuls comptent les émotions des gens de leur camp, entre guillemets. Ce que peuvent ressentir les gens du camp d'en face n'existe pas. Donc, le harcèlement qu'a subi Psychodélique, les menaces de mort, les menaces sur sa famille, les choses comme ça, etc., tout ça s'évapore dans une espèce de nuage rose. Oui, mais bon, mais oui, d'accord, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Mais on sait rien de l'impact psychologique de tout ça sur lui et sa famille. Et ça ne compte pas. Ça disparaît dans les limbes. Donc je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Si les émotions sont importantes dans un camp, sont importantes pour une vue, elles sont importantes pour l'autre aussi. Elles doivent être traitées exactement sur un pied d'égalité. Et ce qui n'est pas le cas. Et c'est ça qui me choque plus qu'autre chose. Et il faut pas se voiler la face. Il y a des spectateurs de la communauté zététique qui ont des comportements de harcèlement. Quand on m'a dit ouais, il a parlé de moi psychodélique, je me fais attaquer, je me fais défoncer, ben, ça se passe exactement de la même chose de l'autre côté, figure-toi. Tu l'as peut-être pas encore compris ça, mais il y a des fois la façon de t'exprimer, comment tu... moi, je déteste quand ces gens affichent les messages qu'ils reçoivent en privé pour dire oh, regardez comment je me fais attaquer et tout. Peut-être une fois ou deux, ça va, mais il y a un moment, bon. Voilà, quand on parle de réflexe et de débilité et de stupidité, il y a Amalek qui dit Paduring m'a traité de racelard. Du coup, j'ai pas su de quelle race il parlait. Je suis 4 fois métisse. Voilà, ça c'est typique. C'est typique. Non, mais après, ils accusent les gens de fascistes, alors que leur attitude, elle est très fasciste, en fait. C'est leur attitude. Totalitaire. Il y a eux et les méchants. Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont Le totalitaires. monde se divise en deux. C'est complètement sectaire. Le monde se divise en deux. Le camp du bien, c'est-à-dire eux, et le camp du mal, c'est-à-dire tous ceux qui pensent pas comme eux. Il y a un petit diagramme que j'aime bien, avec un mec qui est au coin, en haut à gauche, où il y a marqué camp du bien, et tous les 3 autres carrés qui sont séparés par les flèches, il y a marqué facho, 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 facho partout. Et ça paraît complètement caricatural, mais quand on se retrouve confronté à ces gens-là, c'est exactement ce qui se passe. Oui, je connais ce même. Moi, j'aime bien ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, vous en devenez vous-même fasciste. C'est vous les fascistes, en fait. Honnêtement, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein, c'est comme ça qu'on le vit, oui. Dans vos propos, en fait. Hein. Et donc, après, voilà, moi, je pense qu'à un moment, pour être exact, moi, honnêtement, tous ces dramas, je me sens vraiment, mais pas concerné. J'en ai vraiment rien à foutre. Moi, je suis un petit peu parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément des gens que ça intéresse. Puis quelque part, le drama, c'est un peu pimenté. J'aime bien, tu vois. Mais quand ça reste, il y a des dramas contrôlés, j'allais dire. C'est ceux qui n'ont pas compris un petit peu dans la démarche de Psychodélique. C'est qu'à travers un drama contrôlé, ils auraient pu parler de la zététique. Psychodélique, plein de fois, a dit la méthodologie de la zététique, c'est cool et c'est bien. Et il a des fois appliqué et tout. Et... en fait, ouais, il faut dialoguer, il faut dialoguer, en fait. Je me suis perdu, je sais plus ce que je disais. Je me suis perdu. Bon, bah écoute, on a évoqué pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais évoquer par rapport aux sectes en particulier? Enfin, voilà. Par rapport aux dérives sectaires, ce que je voulais vous dire, c'est on est
personne n'est à l'abri, même les plus éduqués. C'est pas parce que vous avez par exemple, j'ai reçu une dame très sympathique que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Elena Vlad, qui est médecin psychiatre. Donc c'est un doctorat, un médecin psychiatre, et elle est tombée dans un mouvement à dérive sectaire. Donc c'est pas parce qu'on a un QI de 340 qu'on ne va pas tomber dans, j'ai fait exprès de dire en gros chiffres, qu'on ne va pas tomber dans une dérive sectaire. Non, parce que je les vois, les rageux. Ah, 340, ça n'existe pas. Tu n'es pas rationnel. Tu n'es pas rationnel. Donc voilà, on est tous susceptibles de se faire tromper et de se tromper soi-même. C'est pour ça qu'il est important de connaître les outils de l'esprit critique. Voilà, c'est très important de connaître les outils de l'esprit critique, et je vous conseille les livres d'Henri Brock, où même si malgré tout, parfois Henri Brock faisait un petit peu de politique, c'était très petit, hein, très léger. parce qu'il y avait eu des événements, il y Très avait eu léger. des événements avec le Rassemblement national, et voilà, il avait fait un... Mais c'était pas l'essentiel de son propos. Donc, Bronner les aussi. documents de... Brunner aussi, excellent. Très excellent. important, Ah ouais. Bronner, parce que lui, justement, vient de croyances, etc., etc. Il a vraiment eu un parcours de La décroyance. démocratie des crédules. Ouais. La démocratie des crédules, un de ses livres phares. Très important. Et, qui avait aussi fait une tentative de déradicalisation, un lieu de déradicalisation. Je pense que ça a fait un flop total. Oui, il en mais est revenu, peut-être, il en est parce revenu, que- si j'ai bien compris. Voilà. Mais en tout cas, c'était une tentative. Moi, je trouve que c'était une tentative, c'est déjà ça. Oui, Et, mais ce qui est important dans ces tentatives, c'est de reconnaître, et ça c'est l'esprit scientifique, c'est l'esprit rationnel, si ça marche ou si ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, de changer d'optique et de façon de faire. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur l'importance du fait que l'éducation ou les diplômes ne protègent pas, mon père était centralien, parlait 7 langues, avait une culture qu'on appelle humaniste absolument gigantesque. Il était capable de lire du Tacite ou du grec classique dans le texte, hein, directement. Et il cherchait pas son dictionnaire pour faire la traduction. Voilà, donc ça vraiment, la culture, les diplômes ne vous protègent pas de la manipulation mentale et du fait d'être manipulé, parce que les sectes, les croyances ne s'adressent pas à votre intellect, ne s'adressent pas à votre intelligence, mais à vos failles psychologiques, à vos névroses, même si le mot est... Enfin bon, c'est de la psychanalyse, donc bon, voilà. Mais en fait, ça s'adresse à vos failles et à vos peurs. Voilà, essentiellement. Oui, et ce n'est pas parce qu'on connaît les outils de la zététique non plus qu'on ne tombera jamais dedans. Et d'ailleurs, on vient d'essayer de l'expliquer un petit peu avec le baron quand on a fait un petit peu le point au niveau de la zététique, puisque pour moi, de mon avis personnel, il semblerait que des promoteurs de l'esprit critique s'en éloignent quand même parfois beaucoup. Voilà. Absolument. Donc, personne n'est à l'abri. Et si vous connaissez des gens qui sont un petit peu en détresse par rapport à des mouvements de dérive sectaire, contactez les institutions qu'on a citées un petit peu plus tôt dans l'émission. Voilà. Absolument. Eh ben, écoute, je te remercie de ta visite et de ce dialogue et surtout de toutes ces informations, parce que je pense que c'est très utile. Et évidemment, bah, je vous invite à aller voir sa chaîne qui est vraiment rigolote. Moi, j'aime bien, j'aime vraiment le contenu. C'est vraiment rigolo. J'en ai pas regardé énormément parce qu'en ce moment, j'essaie de travailler un petit peu sérieusement, donc ça me prend du temps. Voilà, qu'il se passe plein de trucs, donc j'arrive pas à tout faire. C'est pas possible. Il y a trop de trucs qui m'intéressent. Enfin, c'est un drame. Voilà, mais allez sur sa chaîne. C'est vraiment donc Mystère Talk Show. C'est facile à trouver. Et voilà. Est-ce que Merci beaucoup, un mot de Baron. conclusion? Un mot de conclusion, je voudrais remercier toutes les personnes qui étaient dans le chat, qui ont posé des questions, qui ont dit des blagues et tout. Tu as l'air d'avoir une communauté très, très chouette. De clown, Et, c'est une catastrophe. Je voudrais également te remercier beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. C'était un plaisir. C'était très sympa. C'était un plaisir, c'était parfaitement normal. Tu m'as invité, il était quand même apparaît à minimum normal que je te rende la politesse.
Et remercier également Circé qui a l'air d'organiser tous les interventions et tout. Elle fait ça très Je bien. ne sais comment je pourrais désormais faire sans elle. Voilà. Est-ce que tu me la prêtes ou... Mais jamais. C'est ma Circé, je me la garde. T'as qu'à te trouver la tienne. Mais qu'est-ce que c'est mais ça va pas, non? C'est quoi ce scandale? Après, bon, elle est libre, hein, si elle veut me quitter. Oui, c'était une façon de parler. Attention, on va encore dire que je suis un facho. Si elle veut me trahir, mascu, blanc, si elle veut me trahir, elle est libre. Je m'embêterai. Je sais pas comment, mais... Voilà, bah en tout cas, on l'embrasse et on la remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, salut. Allez, je raccroche du coup. Ça marche. Ciao. À bientôt. Et voilà. Je pense que... Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que c'était quand même très intéressant. Et Hardiska qui dit « Je suis là ». Mais formidable. Je suis très heureux que tu sois là, Hardiska. Tout va très bien. Il est 19h30. Donc, ça fait un entretien d'1h30. C'est quand même vachement intéressant. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, tout ça? Et Circe qui me dit mais non, mais je reste, bien sûr. J'ai eu peur à un moment. J'ai eu des doutes.